La démone, aux cheveux bruns frisés, attend, debout dans une pièce de la grotte. Sérieuse, elle se prépare au combat quand soudain elle entend un bruit provenant d'un des murs. En se retournant à toute vitesse, elle voit alors une main seule à l'endroit d'où est provenu le bruit. Boum! La surprend la tête de Tobor apparaissant juste derrière elle. Elle sursaute et le démon se montre en entier, bien content de sa petite blague. La démone beaucoup moins. Il n'est pas censé attendre plus loin, Tobor. Demande-t-elle, agacée. Ne t'en fais pas, Kupka. Je voulais juste te faire peur une dernière fois aujourd'hui, ça m'encourage, plaisante-t-il. Ce qui m'encourage, c'est de te voir t'éloigner. Très bien, Miss. Essaye de ne pas trop forcer, ce serait dommage de perdre un élément si dynamique, sourit-il, l'air moqueur, en quittant la pièce à reculons. Et, Tobor? Relance-t-elle, un peu plus inquiète, sans le regarder directement. Oui. Fais gaffe à toi. Toi aussi, ma grande. Flashback. Tobor et Kupka se déplaçaient dans la grotte à laquelle ils s'étaient habitués ces 23 dernières années. Le ton n'était pas très amical et la discussion mouvementée. 2500 ans que je te supporte et il faut encore que tu me fasses des tours aussi douteux, se plaignait la démone. Excuse-moi, mais c'est de ta faute si tu n'es pas capable de t'entraîner correctement. Que je t'ai réveillé en plein après-midi par mes mouvements d'armes ne t'autorise pas à mettre des pavés dans mon lit. Je pensais que vous vous entendriez bien, vous avez tellement en commun, railla-t-il. On est les seuls qui ne hurlent pas quand tu approches. Crois-moi, j'adorerais ne pas avoir à te supporter moi non plus. Je pense demander à Célé si elle n'aurait pas envie d'un autre semi-démon, histoire que je m'occupe de trouver la mer loin d'ici. Tu m'écœures. Excusez-moi de vous déranger, apparaît Célé à côté d'eux, légèrement blasé, qui les avait approchés sans se faire remarquer. Princesse Célé s'exclamèrent-ils avant de se courber devant leur princesse démone. Kupka, il y a quelque chose dont j'aimerais t'entretenir seul à seul. Le groupe arpente encore les couloirs de la grotte. Staël à sa tête. Ces tunnels vont jusqu'à Prémora ou quoi? Souffle Nevis épuisé. Tu pourrais arrêter de te plaindre 5 minutes? Ça nous ferait des vacances, s'agace Gaëla. Désolé, mais je suis un magicien. Je ne suis pas spécialisé dans l'endurance physique. Jette un coup d'œil vers l'orniel. Et je n'ai pas vécu 100 ans de jeunesse éternelle. Je te rappelle que moi aussi je suis magicienne, plus jeune que toi et que je ne me plains pas, lui rétorque Océane. D'accord, je me tais, s'écrase le magicien. Staël pénètre alors dans une pièce au mur toujours rocheux. Il fait une brève inspection des lieux sans rien voir. Je pense qu'il n'y a personne. Il n'a pas le temps de finir sa phrase qu'une chaîne en métal foncé et au rebord tranchant se dirige vers sa tête. Chaîne qu'il parvient à stopper en saisissant le bout par la main. Le reste de l'arme oscille dangereusement dans sa direction, le forçant à reculer et à lâcher prise. Tous suivent du regard la provenance de cette tige en métal qui s'arrête au niveau du mur. Kupka en surgit, chaîne reliée aux deux poignets, prête à se battre. Je n'ai rien dit, réagit le garçon en agitant légèrement sa main pour faire passer la douleur subie. Une démone, quelle surprise, intervient Gaëla. Je ne l'ai jamais vue avant, dit Diane. Vous croyez qu'elle va tailler un peu la discussion comme Baki ou qu'elle va faire comme son collègue et passer à l'action sans rien dire? Chuchote Océane à ses compagnons à proximité. Kupka balaye toute la longueur de la pièce de son arme, forçant tous les membres du groupe à faire un bond en arrière. Diane, pas suffisamment réactive, se fait porter de justesse par l'invocatrice, lui évitant de se faire toucher directement. Tous manquent alors de se faire éjecter à terre par une légère impulsion provenant de cette chaîne, à l'exception de Staël. La deuxième solution, répond Océane elle-même à sa question. Comme il fallait s'y attendre, ce n'est pas une simple chaîne. Seul Staël a réussi à résister complètement à cette étrange force. Commente Semnia. On est un peu pressé, si j'ai bien compris, lance ce dernier, les yeux rivés sur la sortie derrière l'adversaire. Pardon, réagit la chef. Si je ne l'achève pas tout de suite, je compte sur vous pour le faire. On se retrouve plus loin. Sous l'œil encore peu compréhensible de ses coéquipiers, Staël fonce alors en direction de Kupka. Cette dernière fait rapidement onduler sa chaîne vers lui, qu'il parvient à bloquer en faisant apparaître son bâton glaive. Arrivé assez près, il fait un grand bond par-dessus la démone et lui envoie un puissant rayon d'énergie qu'elle esquive avec difficulté par un bond rapide en s'appuyant sur son arme au sol. Atterri de l'autre côté de la pièce, Staël court droit devant lui, tournant le dos à Kupka et lui envoyant une dernière petite salve de billes lumineuses avant de disparaître. La démone s'apprête à les bloquer avec son arme quand elle sent une boule électrique se rapprocher d'elle. In extremis, elle le bloque en faisant apparaître l'extrémité de sa chaîne devant son visage, mais cela permet à une des petites billes envoyées par Staël de lui effleurer l'épaule. Nevis et Semnia en profitent pour l'attaquer à distance, le premier lançant des boules enflammées et la seconde deux de ses dagues.
Kupka évite certaines de ses boules de feu, tout en bloquant les autres projectiles par déplacement de sa chaîne. Elle voit alors Gaëla se déplacer subrepticement vers la même sortie que son frère en la contournant. La démone a l'occasion de l'attaquer dans son imprudence, mais se ravise, sourire aux lèvres, et décide de la laisser passer. « Gaëla, quand arrêteras-tu de n'en faire qu'à ta tête ?» déplore Selnia. « Désormais, plus personne ne passe », sourit Kupka d'un air satisfait et légèrement sadique. Un peu plus loin, dans les couloirs, Staël est en train de courir quand il sent une présence le rattraper. Il est étonné de voir sa sœur apparaître derrière lui. « Gaëla, qu'est-ce que tu viens faire dans mes pattes ?» gémit-il. « Ça fait plaisir de se sentir désiré. Je te signale que je suis toujours porteur de la puissance de Rhea et que je ne suis plus en état de fatigue. Je peux très bien me débrouiller seul. Tout le monde a compris que tu voulais te faire la princesse à toi tout seul le plus vite possible. Mais tu as beau être super Staël désormais, je ne vais pas te laisser affronter Célé sans soutien, alors qu'on ne sait rien d'elle. » Kupka empêche Lek et Selnia de l'attaquer au corps à corps en les maintenant éloignés d'elle grâce à son arme. Les différentes attaques magiques de Lorniel et Nevis viennent se heurter à la chaîne ondulante. Elle manipule cette chaîne par la pensée. Elle n'a peut-être pas autant de force, mais ses coups sont beaucoup moins prévisibles que ceux de Baki quand il utilisait sa hache, constate le sorcier. « Et qu'est-ce qu'on fait pour l'atteindre » demande Nevis. « On demande de l'aide. »« Oh, magnifique Ondine, permets » Kupka fixe alors l'invocatrice et concentre l'attaque de sa chaîne sur elle. Cette dernière s'en rend compte un peu tard et ne réagit pas assez vite pour l'éviter, mais Diane s'empresse de dévier la direction de l'attaque, permettant à Océane de s'en sortir avec juste quelques égratignures au bras. Nevis est le premier à réagir à cette prise de risque de la part de la démone en lui envoyant un puissant jet de flamme dans l'angle mort de son attaque. Kupka, ne pouvant bloquer cette attaque avec la chaîne concentrée dans la main gauche, fait alors apparaître une nouvelle chaîne similaire dans sa main droite, lui permettant de contenir le jet de flamme. Le groupe ne cache pas sa surprise. De leur côté, Staël et sa grande sœur arrivent dans une nouvelle pièce semblable aux précédentes. La monotonie de ces souterrains commence à atteindre le jeune garçon. « Il ne se sent vraiment pas foulé pour l'architecture, » commente-t-il. Devant eux se tient Tobor, sourire en coin. Gaëla ne tarde pas à réagir. « C'est le démon que vous avez rencontré à Derno ?» complète son jeune frère. « Je suis touché que le grand héros, vainqueur du prince des ténèbres, me reconnaisse. Enfin, quand je dis grand, c'est une façon de parler. » « Je n'ai pas de temps à perdre. Finissons-en au plus vite, » rétorque le garçon inflexible. « Ne crois pas que ce sera aussi facile, » sourit le démon de plus belle. Stell envoie un rayon d'énergie vers Tobor, et sa tête et la partie supérieure gauche de son torse disparaissent avant de se faire toucher. Bouh ! Surprend-il Staël. Ces morceaux disparus de son corps flottent en effet derrière le jeune garçon. Il n'a pas le temps d'être remis de sa surprise qu'il se prend un coup de poing bien placé dans la mâchoire, suivi d'un coup de genou dans la côte qu'il n'a pas vu venir d'un autre endroit. Le poing et le genou de Tobor se sont vus ainsi apparaître et disparaître l'espace d'une seconde. Le garçon, sans beaucoup broncher, se frotte les quelques gouttes de sang au visage en faisant face à l'ennemi qui se reforme au même endroit où il était au départ. « Tu es vraiment résistant. Mes coups n'ont pas l'air de t'avoir beaucoup amoché, » déplore-t-il. « Gaëla, éloigne-toi dans le couloir. »« Pardon ?» réagit-elle. « Je pense que ses pouvoirs s'étendent à un périmètre restreint. Si tu t'éloignes suffisamment, il ne pourra pas s'en prendre à toi et je pourrai me battre sans m'inquiéter. » D'abord gêné par la demande, l'épéiste concède vite, marquant sa confiance envers son jeune frère. « Ça te va assez bien, l'autorité. Je pense effectivement que je ne te serai pas d'une grande aide dans ce combat. Mais je ne me fais pas de soucis, tu vas l'éclater, » lui sourit-elle en quittant la salle, alors que Staël et Tobor restent à s'observer. « Intéressant que celle-ci ait pu passer à travers le barrage de Kupka. D'un autre côté, il y a quelqu'un dans votre groupe qui l'intéresse bien plus, » sourit Tobor. « De quoi est-ce que tu parles ?» Tous les coups à distance sont interceptés par les chaînes de Kupka et tous ceux qui tentent de l'approcher directement se font repousser. Cet endroit est l'idéal pour elle. Les parois empêchent toute approche en tenaille et on ne peut que l'attaquer de front, constate Selnia. Elle me tient trop éloignée pour que je l'atteigne avec un pilier de feu, précise Nevis. Écoutez, je crois qu'Ondine peut supporter quelques coups de chaîne pour l'atteindre. Empêchez-la de me stopper durant l'incantation et je devrais pouvoir au moins l'affaiblir, intervient Océane. Ça semble être la meilleure stratégie, concède Lorniel. Sans relâcher ses attaques pour les maintenir à bonne distance, Kupka voit ses adversaires se regrouper autour de l'invocatrice et laisse alors entreapercevoir un léger sourire de satisfaction. « Oh, magnifique Ondine !» Une chaîne fonce en direction de l'invocatrice, mais elle est bloquée par les couteaux de Selnia et les mains de Lek, tandis que Nevis et Lorniel coupent par des sorts les façons détournées pour la chaîne d'attaquer Océane. « Permets-moi d'écouler mes adversaires !»
Ondine apparaît alors, mettant Océane en transe. À peine l'invocation fonce-t-elle en direction de Kupka qu'une chaîne habilement cachée au sol fonce sur le corps d'Océane, prête à l'embrocher. Lorniel la plaque brusquement au sol pour qu'elle évite ce coup fatal, la sortant de sa transe et faisant disparaître l'invocation par la même occasion. Qu'est... Le sorcier n'aurait pas dû arriver à temps! S'étonne Kupka. Commençant à s'énerver, elle voit alors la jeune semi-démone blonde retenant le bout de sa chaîne par télékinésie. « Tu nous trahis pour de bon, Diane !» grogne alors la démone. « J'ai la bizarre impression que tu as une dent contre moi !» adresse Océane à Kupka tout en se relevant. « Tu n'es pas la seule petite peste. Toi, le garçon et votre ancien chef de groupe, vous m'avez arraché les 3 personnes les plus importantes à mes yeux !» éclate-t-elle. « Océane, Style et Nova ?» traduit Semnia, perplexe sur le coup. Lorniel est le premier à comprendre le lien après un court instant de réflexion. Ça voudrait dire que les 3 personnes en question sont les frères Bled. Ils étaient mes enfants et vous les avez tués! Flashback. Kupka et Célé sortaient de leur entrevue. Tobor, à la vue du visage peiné et enragé de celle avec qui il s'était disputé à l'instant, était perplexe. « Isel, approche !» ordonna Célé. Le susnommé était adossé contre un mur, à quelques dizaines de mètres de là, détaché des autres. Aux ordres de la princesse démone, il approcha sans enthousiasme. « Mon frère a fait l'impensable. Un groupe de héros humains l'a forcé à activer son 2e cœur. J'ai bien peur qu'il ne faille envisager la perte de nos pions semi-démons pour réchapper aux conséquences de cette transformation, annonça-t-elle au trio de démons à ses ordres. Mais comment avez-vous su que... Dolphus, bien sûr, devina Tobor alors qu'un léger silence régnait. Mais les démons à son service ne sont-ils pas censés avoir un moyen de le faire revenir à l'état normal? S'interrogea-t-il alors. Sans doute, mais ils ne sont plus là, rétorqua Célé. Surpris, il comprit vite ce que cela impliquait et se tourna vers Kupka qui, prise de rage, détruisit un mur avec sa chaîne. « Je vais marcher un peu », dit-elle en s'éloignant et masquant sa tristesse. Tobor se sentit inquiet pour elle et hésitait à la suivre, mais Célé lui fit signe de rester pour l'instant. « Il nous faut prévoir en conséquence. Le continent risque d'être très vite détruit à ce stade et le piège calculé pour Baki sous cette forme n'est pas suffisamment puissant pour l'instant. Il va falloir trouver de quoi l'occuper assez longtemps quand il en aura terminé avec les héros. »« Et si les héros s'en sortent ?» demanda nonchalamment Uzel. « Très improbable, mais j'avais déjà précisé à la sangsue voleuse de corps quoi faire dans ce cas. » Tobor commence à expliquer certaines choses à Staël. Cela ne se voit pas, mais Princesse Célé a un millénaire de plus que son frère Baki. Chacun a reçu la permission, c'est 2000 ans atteints, de choisir 2 démons de Sérinelle pour le servir, jusqu'à ce que soit le maître, soit le serviteur meure. Si tu as suivi le début, tu devrais en déduire que Princesse Célé a fait son choix 1000 ans avant Prince Baki. Elle a su déceler en moi et en Tobor un potentiel, et nous sommes donc devenus ses démons de garde, comme il était coutume de nous appeler chez nous. Pendant les 1000 ans qui ont suivi, nous nous sommes entraînés intensivement et j'ai donné naissance à 3 enfants. Avec Tobor? Demande Nevis, un peu déboussolé par les explications de Kupka. Plutôt crevé! Après cette réaction violente qui fait sursauter le magicien et quelques autres, elle se calme un peu pour reprendre. Et ces 1000 années étaient, je pense, les meilleures de ma vie. Mais un jour, il a fallu que Baki décide de qui allait le servir. Sans vouloir le critiquer, il n'avait pas le même talent que sa sœur pour jauger la puissance des autres, mais cela lui plaisait de jouer avec la psychologie des gens. Après avoir choisi Molina pour une raison que j'ignore, il s'est intéressé à Pavel, Henry et Ryu afin d'atteindre leur mère, et plus indirectement Princesse Célé. Il est parvenu à les faire considérer comme un seul démon à eux 3 à cause de leur âge. Ils n'avaient que quelques siècles à peine à ce moment-là. À peine, souffle Style. J'étais néanmoins heureuse de les voir grandir et perfectionner leur style de combat groupé. Mais il a fallu que Princesse Célé et Baki se rendent à Eperdia en emmenant leurs serviteurs, et vous connaissez la suite, conclut-elle, pleine de rancœur. Un silence plane dans la salle après ce récit explicatif un peu maussade. Certains se trouvent un tout petit peu peinés pour l'adversaire, mais la plupart sont surtout perplexes. « Vous avez quel âge exactement ?» s'exclame Océane. « Ce petit discours ne nous aura finalement pas appris grand-chose d'utile, » déplore Lorniel.
Au fait, qui c'est les frères Bled demande Nevis, un peu largué. Mon histoire est terminée en ce qui vous concerne. L'homme qui a vaincu Pavel est mort et le garçon qui a lâchement tué Henry m'est inaccessible. Mais je vais me faire un plaisir de venger mon Ryu en détripant, vocifère-t-elle à l'égard d'Océane. Elle envoie alors violemment ses deux chaînes dans la direction de l'invocatrice. Je sens que ce n'est pas mon jour aujourd'hui, soupire la concernée. Histoire intéressante, Tobor, mais pourquoi est-ce que vous me la racontez? Pour me faire culpabiliser d'avoir tué Henry? Parce que je vous préviens tout de suite, ça ne marche pas, réagit-elle. Mais j'imagine que tu te demandes d'où viennent Plorias et le démon que vous avez rencontré à l'entrée. Figure-toi que, à moins que vous n'essayiez de gagner du temps en me faisant un brin de causette, le coupe-t-il, visiblement prêt à en découdre. Tobor, démasqué, se sent légèrement oppressé face au garçon menaçant. Avant qu'on reprenne le combat, j'aimerais juste signaler que, tout en parlant, le démon frappe Staël d'un coup de coude et qu'il a fait apparaître derrière lui. S'enchaînent ensuite un grand nombre de coups de poing, pieds, coups de genoux que le garçon n'arrive à esquiver qu'en partie. Ne prévoyant pas la provenance des attaques de Tobor, il se dirige vers lui tout en essuyant la majorité. Il est assez intrigué, en plus d'apercevoir les membres du démon disparaître puis réapparaître, par intermittence rapide, de voir celui-ci reculer à une certaine allure. Il lance alors un autre rayon d'énergie dans sa direction. Tobor, en réponse, semble disperser son corps en plusieurs parties. Le rayon passé, son corps se reforme, comme si de rien n'était. « Ce genre de coup ne risque pas de marcher avec moi », se vante-t-il. Staël, après l'avoir observé quelques instants, finit par arborer un sourire. « Ce combat est terminé », affirme-t-il, assuré. « Qu'est-ce que tu me chantes là ?» se vexe le démon. Il le roue alors de coups téléportés de plus belle. Le garçon les encaisse tous, examinant la pièce en même temps. « Alors, je croyais que le combat était fini, s'excite Tobor. » Staël fait alors apparaître son bâton glaive dans sa main gauche. Suite à cela, il lance une importante salve de billes d'énergie vers son adversaire, qui réagit de la même façon que précédemment en se dispersant. Au même moment, Staël lance son arme dans une direction précise, qui atteint alors une partie du torse précis du démon qui flottait en l'air. Gravement touché, Tobor se reconstitue en entier, sanglant, et tombe à terre, incrédule. « Gaëla, c'est fini !» crie Staël en s'approchant du corps meurtri de son ennemi. Gaëla entre et voit son frère se pencher avec une légère condescendance sur Tobor, retirant son bâton glaive de son torse. « Comment as-tu » parle faiblement le démon, le poumon perforé. « Pouvoir déplacer n'importe quelle partie de votre corps me semblait un peu trop pour un simple démon. Lors de ma première attaque, j'ai remarqué que la partie droite de votre torse avait légèrement brûlé malgré la grande dispersion. Cela a confirmé mes soupçons. Il y avait bien un point d'ancrage que vous ne pouviez pas téléporter et je l'avais identifié par la même occasion. J'ai donc dirigé mes petites sphères d'énergie de manière à laisser une ouverture suffisante pour votre torse droit et vous tendre un piège à l'endroit exact où je prévoyais de lancer mon arme. J'avoue avoir craint d'être obligé d'utiliser ma pleine puissance pour me débarrasser de vous, et finalement, je n'en ai pas eu besoin. » Tobor est dépité dans sa souffrance. Il n'a pas l'habitude d'être vu de haut comme ça. Avalant sa fierté, il essaye de profiter du monologue du garçon pour saisir le cristal noir de sa poche. Mais alors qu'il s'apprête à le brandir péniblement, Staël réagit presque instantanément, très vif, et l'achève d'un rayon d'énergie à bout portant avant qu'il ne puisse disparaître. « Cette fois, je ne vais pas laisser les ennuis revenir, » termine-t-il sec, le regard dédaigneux sur la carcasse calcinée de son adversaire d'un instant. Kupka garde éloigné le groupe. Les quelques assauts qu'elle essaye de lancer se font repousser par les pouvoirs télékinétiques de Diane. Au bout d'un moment de cette rixe répétitive, la démone semble montrer des signes de fatigue. « Ouh !» s'essouffle-t-elle. Il fallait se douter qu'elle contrôlait deux chaînes aussi longues par la pensée finirait par la fatiguer, examine Lek. Elle ne devrait pas tarder à céder, rajoute Semnia. Kupka tente une dernière attaque en force, de chaînes groupées sur Océane, mais l'intervention de Diane les ralentit assez pour que Lorniel protège son élève d'un grand mur de glace. Lek et Semnia à l'affût essayent de profiter de l'occasion pour se faire une ouverture, mais à la dernière seconde, la démone rétracte ses armes pour les empêcher de l'atteindre. Tandis que Nevis, lui, s'est assez avancé pour tenter un pilier de feu sous ses pieds. Elle réagit tout juste à temps pour l'esquiver en reculant et il se concentre à repousser ses assaillants pour éviter de se prendre une attaque. Se sentant au bord de sa limite d'endurance, face au groupe encore en forme, elle finit par accepter de céder dans un soupir légèrement frustré. « Et je vous laisse pour l'instant, mais je n'en ai pas fini avec vous. » Elle se tourne vers l'invocatrice. « Et plus particulièrement toi !»
Kupka brandit alors son cristal noir et disparaît sans que personne ne puisse faire grand-chose de la distance où il se trouve. Examinons nos blessures avant de rejoindre Staël et Gaëla, se préoccupe Semnia après avoir soufflé une seconde. Ce que tout le monde fait. Les bleus et coupures provoquées par la chaîne de la démone sont assez bénins et se soignent vite. Océane en profite pour s'adresser à la semi-démone blonde devant l'assistance. Au fait, bien joué Diane. C'est vrai, ton aide nous aura été précieuse pour ce combat, acquiesce la chef. Il faut admettre, contrairement à un certain magicien, concède Lorniel en jetant un coup d'œil vers Nevis, j'aurais très bien pu la battre à moi seul en étant mieux préparé, bout de le viser. Merci, vous tous, sourit-elle timidement en rougissant. Kupka apparaît au même endroit que Xenakis et Uzel. Record battu. Je dois avouer un peu honteux que vous aurez tous retenu le groupe plus longtemps que moi, commente le polymorphe. Ignorant le semi-démon chauve qu'elle porte clairement peu dans son estime, elle se contente d'informer ses deux collègues de la situation. Tobor s'est chargé du garçon pendant que j'occupais les autres. Il ne devrait plus tarder maintenant. Sans plus regarder ses deux interlocuteurs qui ne l'intéressent guère, elle se pose au sol, calmant la frustration d'avoir loupé sa vengeance. Mais très vite, un autre sentiment très frêle la parcourt, l'appréhension. Ignorant le tumulte des nombreux semi-démons aux alentours, elle observe la mer au loin, ne pouvant s'empêcher de redouter quelque chose. « T'es une plaie difficile à se débarrasser. Je sais que tu vas t'en tirer, gros crétin », parle-t-elle bas pour se rassurer elle-même. Flashback. Tobor pénétrait à pas feutré dans la chambre de Kupka, formée dans la roche, comme toutes les salles de ce souterrain. Cette dernière, assise sur son lit, s'empêchait de sangloter malgré la profonde tristesse qui la touchait, et le démon le sentait. Elle était sur le point de craquer. « Je n'ai pas envie de faire causette avec toi », lança-t-elle méchamment en le voyant entrer. « Ça tombe bien, moi non plus », répondit-il nonchalamment. Tout à coup, il lui souleva le dos de sa tunique, à la grande surprise de la démone. Celle-ci ne tarda pas à réagir en lui collant une forte gifle. « Qu'est-ce qui prend, crétin » s'énerva-t-elle. « Je voulais juste voir si tu avais encore la marque des briques, plaisantait-il. J'aimerais bien voir combien de temps tu vas garder la marque de mon poing, se préparait-elle à frapper. Cette colère-là te va beaucoup mieux, lui sourit-il inhabituellement gentiment. Elle se calma alors, comprenant ce qu'il avait vraiment voulu faire. Sa tristesse avait disparu un court instant, et bien que très balourd, son geste la toucha un tout petit peu. N'oublie pas ça, hein, si tu veux t'énerver, le bon vieux Tobor sera toujours là pour te servir de défouloir. Et on ne se quitte pas pour les 1000 prochaines années à venir, s'avançait-il fièrement d'un ton jovial. Gaëla applique de la pommade sur les bleus de Staël alors qu'ils arpentent les couloirs à pas ferme. « Ce serait quand même plus simple à faire si on ne marchait pas en même temps, » se plaint-elle. « Nous n'avons pas de temps à perdre. Et en plus, ce ne sont que des égratignures pour moi, bien qu'il faille reconnaître qu'il frappait fort. Il me reste des marques Coco qui me rappellent sa force. Est-ce que je deviendrai de plus en plus insensible ?» lance-t-il alors, plus à lui-même qu'à sa sœur, qui ne sait quoi répondre à cette question presque rhétorique. Je viens de tuer quelqu'un il y a à peine 2 minutes et ça ne me fait rien. Je sais que c'était un démon, qu'il était notre ennemi, mais je n'ai pas le même petit trait au cœur que j'ai eu en réalisant que j'avais tué Henry. Tous deux avaient leur personnalité, leurs sentiments, même si ceux de Henry étaient proches du sadisme. J'ai mis fin à leur jour et je n'ai aucun état d'âme par rapport à ça. Staël. Depuis que j'ai reçu les pleins pouvoirs de Rhea, je n'ai plus goût à grand-chose. Je pense que je suis en train de me perdre, dit-il calmement, d'un air de fatalité. Semnia cherche quelque chose à dire pour le réconforter, mais rien ne sort de sa bouche. Elle se sent impuissante. Mais elle n'a pas le temps de grandement le considérer que le couloir débouche sur une nouvelle salle. En son centre se tient un tassiverpe que l'épéiste reconnaît au premier coup d'œil. Assise juste à côté, scellée est là, toujours en pleine concentration sur cette machine. Staël ne tarde pas à agir en envoyant un puissant rayon d'énergie concentré en direction de la princesse démone, du même acabit que celui avec lequel il a achevé Baki et Terré. Elle se lève alors et génère un gigantesque bouclier noir ovale à ses bras qui bloque l'attaque et parvient à encaisser toute sa puissance sans que la princesse démone ne soit touchée. L'impact du choc la fait néanmoins légèrement vaciller alors qu'elle fait disparaître son arme liée. Staël, comme Gaëla, est très surpris de ce niveau de défense. « Je comprends comment Baki a cédé. C'est donc toi le garçon qui a tué mon frère ?» constate-t-elle, calme, en s'élançant le bras pris de fourmi. « C'est donc toi, scellé. Qu'est-ce que tu m'as liancé ici ?» lance-t-il.
Heureuse de t'avoir rencontré. Sans plus s'éterniser, elle claque alors des doigts et disparaît. Tout à coup, le tassiverpe, devenu instable depuis ces 30 dernières secondes, se met à éclater et produit une gigantesque explosion. Au grand étonnement de Staël, qui ne peut que réagir en tentant de la contenir. En concentrant son pouvoir dans ses mains, il parvient à bloquer le rayon de la déflagration. Mais la violente onde de choc qui s'ensuit propulse Gaëla contre un mur et l'assomme. Staël, inquiet pour elle, n'a pas le temps de s'attarder sur autre chose que la force d'explosion grandissante provenant du centre de la pièce qui se met à faire trembler tout le complexe souterrain. Le reste du groupe chemine à toute vitesse dans les couloirs de la grotte pour rattraper les frères et sœurs qui sont devant. C'est alors qu'ils entendent un fort sifflement. Qu'est-ce que Semnia n'a pas le temps de finir sa phrase que l'onde de choc arrive sur eux et les propulse à leur tour juste à terre cette fois. Staël lutte contre la force de l'explosion constante. Malgré tous ses efforts, il commence à faiblir. L'avant de ses bras commence à brûler. Ses cheveux se consument alors que sa transpiration s'évapore. L'explosion prend de plus en plus l'ascendant sur lui. Il sent qu'il ne pourra plus la contenir très longtemps. Jetant un coup d'œil derrière lui, il voit sa sœur à deux doigts de se faire toucher par la déflagration. Dans un dernier élan de courage, l'esprit d'Angèle lui apparaissant une dernière fois pour l'épauler, il fait face aux flammes, concentrant ses dernières forces. Il affronte l'explosion qui lui fait face en poussant un puissant cri. Et Gaëla ouvre les yeux. Gaëla est réveillée! La voix de Névis prévenant les autres résonne à ses oreilles. Il semblerait que ses tympans soient encore sonnés sous le choc. Elle se lève péniblement, voyant autour d'elle un tas de décombres. Lorniel pose son regard à terre, tandis qu'Océane pleure, adossée à son épaule. Les regards hébétés de Lek, Semnia et Diane en direction d'un point de la pièce l'intriguent. Elle décide de regarder dans la même direction et tout se fige dans sa tête. Les yeux écarquillés, mentalement ailleurs, elle avance lentement, presque comme un robot, vers le point où tous les regards concordent. Ses yeux devenant de plus en plus vides, elle pose les genoux à terre et serre dans ses bras le corps de son petit frère, calciné.